Alors, le départ de l'ambassadeur français du Niger, qui était réclamé depuis plusieurs semaines, marque la fin de la relation diplomatique classique entre Paris et Niamey. Va s'en suivre la fin de la coopération militaire. Donc, on a un départ de la France sur le plan diplomatique et militaire. En revanche, il ne faut pas oublier que la présence française au Niger, c'est également l'exploitation de l'uranium. Il y a une multinationale qui est présente, je pense qu'on en parle très peu, et ce sont les intérêts économiques, notamment, et géostratégiques, qui expliquent la présence française au Niger. Donc il y a sans doute une volonté de la part de la France, dans ce bras de fer, de gagner du temps, de trouver des solutions de repli, de tâter le terrain, d'espérer également que la situation au Niger allait pourrir et potentiellement se retourner en faveur de Mohamed Bazoum. Ça n'a pas été le cas. Et Mohamed Bazoum était l'homme fort, l'allié fidèle de la France au niveau du Sahel. Donc, le départ de la France du Niger marque effectivement la fin de cette présence française dans le Sahel central. Il reste encore le Tchad, qui est la base arrière et la base la plus importante de la présence française dans la région. Donc reste à savoir s'il y aura une reconquête de la France au niveau du Sahel, puisque en dépit des signes qui sont plutôt dans le sens d'un départ de la France, le président Macron n'en démord pas. La France, visiblement, a l'intention de revenir, et on a eu cette interview d'un ancien agent des services de renseignement qui a clairement indiqué que même en dépit de l'absence d'ambassadeurs ou de contingents militaires, et c'est même favorable ainsi, la France n'hésiterait pas à mener des opérations de déstabilisation de manière clandestine. Donc on voit bien que la fin de la France-Afrique n'est pas liée au départ formel de la France, mais plutôt un changement de paradigme, un changement d'état d'esprit, et aussi, je pense, à la nécessité de faire comprendre à Paris qu'elle ne doit plus empiéter la souveraineté des pays africains. Mais ça, encore une fois, ça nécessitera de poser la question suivante, qui est celle quand même de la présence d'intérêts économiques stratégiques français autour de l'uranium au Niger. Alors, les trois pays ont eu des coups d'État qui ont permis l'expression de voix anti-néocolonialistes, soutenues par des dynamiques panafricaines, par des jeunes qui ont marché jusqu'à Bamako, jusqu'à Ouaga, qui sont présents dans les rues de Niamey et qui soutiennent une volonté de rupture. Est-ce que la volonté populaire va plus loin que l'initiative première des militaires? C'est aussi quelque chose qu'il faudrait interroger. Ou est-ce que les militaires ont réellement un plan qui irait plus loin que la question sécuritaire? Et c'est à ce niveau-là que nos positions doivent être, je pense, des positions de construction. Lorsque nous parlons de l'État fédéral, lorsque nous parlons d'une alliance, ce n'est pas juste une alliance militaire. Il faut une fusion politique, il faut une fédération. Il faudrait que ces trois États, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, actent la mise en place d'un véritable État fédéral, et que par conséquent, au-delà des circonstances militaires qui les amènent à s'unir, circonstances qui sont liées à la menace de guerre, d'intervention militaire de la CEDEAO contre le Niger, il y a une vraie union politique au niveau de ces trois pays. Et c'est dans cette direction que, au niveau de la Ligue panafricaine Umoja, qui est une organisation qui se positionne sur le champ politique, nous poussons. Nous estimons que c'est aux politiques de s'unir, et une fois que le politique est unifié, le militaire en découlera de manière beaucoup plus organisée. Et c'est quelque chose qui est très important parce que nous avons effectivement trois armées qui sont confrontées aux mêmes défis, et nous savons que la stratégie de l'impérialisme sera de court-circuiter ces trois armées-là. Et donc, il est important qu'il y ait un exécutif politique fort, que les choses soient clarifiées, pour éviter qu'il n'y ait des interférences, soit produites par l'impérialisme, soit produites par des enjeux de terrain. Et c'est pour cela que, au niveau de la Ligue panafricaine Umoja, nous sommes vraiment pour que ces trois pays aillent vraiment dans le sens d'un ensemble politique fédéral, et que cet ensemble-là puisse être l'embryon, effectivement, d'États-Unis d'Afrique. Alors, dans la vision panafricaine, depuis le 5e congrès de Manchester en 1945, la démocratie qui est prônée, c'est la démocratie économique.
C'est-à-dire c'est la souveraineté sur nos ressources, c'est le droit de décider, de choisir avec qui nous voulons commercer, qu'est-ce que nous voulons produire, avec qui nous voulons échanger, acheter et exister économiquement parlant. La démocratie économique. Ce qui s'est passé, c'est que les indépendances ont été des indépendances qui ont produit effectivement du néocolonialisme, dans la mesure où, pour un certain nombre de pays, notamment les anciennes colonies françaises, elles sont restées dans le système du franc CFA, qui est relié également aux institutions économiques de Bretton Woods. Et au moment de la chute de l'URSS et donc de la fin de la guerre froide, on a appelé ces pays à se démocratiser. Et la démocratie qui a été mise en place est une démocratie libérale, qui est principalement fondée effectivement sur un modèle économique qui ne met pas en avant les enjeux de souveraineté. Et donc ce qui s'est passé au tournant des années 90, c'est qu'on a autorisé les populations à aller aux élections, à voter pour des dirigeants à la tête des États, au moment où, économiquement parlant, on enlevait aux dirigeants africains la possibilité d'avoir une quelconque politique monétaire via des politiques d'ajustement structurel. Donc vous élisez des dirigeants qui n'ont aucune mainmise sur leur projet économique. Et donc c'est ça la démocratie libérale. Donc forcément, pour les populations qui pensaient que la démocratie allait apporter le développement, c'est une cruelle désillusion. Et en parallèle, vous avez d'autres modèles alternatifs, notamment la Chine, qui mettent en avant le fait qu'on peut se développer sans passer par le stade de la démocratie, comme le veulent les pays occidentaux qui disent que sans démocratie, il n'y a pas de développement. Dans le même temps, on a d'autres alternatives ou d'autres modèles, comme le modèle russe, qui, eux, vont davantage miser sur la sécurité et qui vont faire écho de manière un peu opportuniste sur la ligne de Cheranta Diop qui disait que la sécurité précède le développement. Et donc, effectivement, on a une confusion sur quel est le sens des priorités, par où faut-il commencer? Faut-il commencer par la sécurité? Faut-il commencer par la démocratie? Faut-il commencer par le développement? Et dans quel contexte ces trois éléments-là, ces trois facteurs-là doivent-ils également se coordonner? Aujourd'hui, on a le sentiment que nos populations n'ont le choix qu'entre deux choses. Soit des élections frauduleuses et truquées qui engendrent des crises, soit des coups d'État qui font face en fait à des systèmes politiques qui sont verrouillés de l'intérieur ou contrôlés de l'extérieur. Et donc il est temps, je pense, de trouver une alternative, de trouver une troisième voie, de penser et de construire un pouvoir populaire. Mais ça passe par une refonte réelle de nos États, qui sont dans bien des cas des États coloniaux, qui sont des États extravertis, et qui sont des États dont la réalité, y compris constitutionnelle, n'est pas adossée à l'organisation sociale des populations. Donc il y a tout un travail de fond à reprendre, du fait que les États nés au moment des indépendances sont des États largement amputés de toute dimension de souveraineté populaire, et c'est ce travail-là auquel nous devons aujourd'hui nous atteler si nous voulons produire notre propre démocratie. Puisque si vous avez suivi les discours lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, le plus important ou le plus suivi, celui du représentant du Burkina Faso, il a clairement dit « nous sommes foncièrement démocrates ». Donc comment entendre cette formule si ce n'est comme un pied de nez vis-à-vis des Européens, sachant que l'histoire de la colonisation est une histoire fondamentalement antidémocratique, et tant que nous ne sommes pas décolonisés, il ne peut pas y avoir de démocratie. Tant qu'il y a le système du franc CFA, il ne peut pas y avoir de démocratie. Donc c'est tous ces enjeux qui se posent également au niveau du Niger, au niveau du Mali, au niveau du Burkina et de plusieurs autres pays africains. Alors, je dirais que la seconde vie du panafricanisme, elle est liée au fait que nous sommes dans une période qui ressemble un peu à la période de la fin des années 50, début des années 60. À cette période, entre 57 et 63, il y a eu énormément de projets, de fédérations, d'unions, de regroupements, de rassemblements. Il y avait une effervescence autour de l'idée d'unité africaine, avec la question de savoir si l'indépendance devait précéder l'unité ou l'unité précéder l'indépendance. Et j'ai le sentiment que ces débats sont en train de revenir du fait qu'il y a aussi tout un contexte géopolitique qui permet de repenser des questions de non-alignement et de blocs, et en même temps de remettre un peu l'Afrique au centre du jeu. Donc il y a des opportunités, il y a des ouvertures qui se font,
Et dans ces ouvertures-là, il y a un travail qui est mené depuis, je dirais, une dizaine, quinzaine d'années par différents mouvements, par différents intellectuels, par différents groupes, pour que le panafricanisme, effectivement, puisse redevenir une vision, une idéologie, un mouvement en capacité de répondre aux enjeux du continent africain aujourd'hui. Ensuite, il y a eu des moments très particuliers de retour en force de l'impérialisme en Afrique qui ont, je dirais, accéléré la marche du panafricanisme. La guerre de Libye et la guerre de Côte d'Ivoire, qui ont toutes les deux été menées par la France et aussi par les alliés de l'OTAN. Ce sont deux guerres qui ont, pour celle de Libye, assassiné Kadhafi, qui s'était un peu présenté comme le dernier défenseur du projet d'États-Unis d'Afrique, et dans le contexte de la Côte d'Ivoire, qui ont remis au pouvoir Alassane Ouattara, qui dans bien des cas est présenté un peu comme le bras droit du néocolonialisme ou des intérêts français en Afrique. Donc on voit réapparaître des lignes de front qui ont, je dirais, d'une certaine manière suscité plus que jamais l'importance de remettre en avant le projet panafricaniste. Il y a également au niveau de la diaspora la recrudescence et la visibilité du racisme qui fait que cette question amène la diaspora à comprendre que son sort est bien plus qu'elle ne le croit lié au continent africain. À cela s'ajoute toute une diaspora qui se retourne vers le continent africain, qui veut redécouvrir ses racines, qui veut parfois rentrer en Afrique et qui comprend que pour rentrer en Afrique, il faut qu'elle s'arme. Donc tous ces éléments-là, adossés aux nouvelles générations africaines, aux réseaux technologiques et aux nouvelles formes, je dirais, d'activisme sur les réseaux sociaux, font qu'on a une effervescence du panafricanisme et que cette effervescence fait qu'on n'arrive pas forcément à identifier qu'est-ce que c'est qu'être panafricaniste en 2023. À mon sens, être panafricaniste en 2023, c'est réfléchir aux différents enjeux qui se posent sur le continent africain et voir dans quelle mesure on peut trouver une clé de résolution à ces enjeux-là sans que aucun des espaces, aucune des luttes ne soit isolée. Donc c'est un travail d'organisation, c'est très important. C'est Stokely Carmichael Kwame Ture qui disait il vaut mieux organiser que mobiliser. Mobiliser c'est bien, mais organiser c'est mieux. Donc il y a un travail d'organisation à faire aujourd'hui. Il y a également une identification des obstacles systémiques auxquels nous sommes confrontés. Donc la question de l'impérialisme, du capitalisme et du racisme de manière globale, mais également la question du tribalisme en interne qui se pose. Et puis, en troisième lieu, la nécessité de se positionner dans un 21e siècle où nous allons être la puissance démographique numéro 1. C'est-à-dire que ce monde-là, au 21e siècle, ne pourra se faire sans le continent africain. Donc c'est à nous, aujourd'hui, de donner l'impulsion que nous voulons pour que l'Afrique soit réellement le centre autonome et souverain des affaires à l'échelle mondiale aujourd'hui. Et ça, c'est une réponse aux différents prédateurs qui se repositionnent sur le continent africain et qui ont chacun leur projet panafricain. C'est une réponse au projet panafricain de la Russie, qui a ses activistes panafricains, de la Chine, de la France, des États-Unis, qui ont tous aussi leurs agents et qui travaillent justement sur ces questions-là pour d'une certaine manière récupérer le panafricanisme et l'inscrire dans une géopolitique qui n'est pas fondamentalement la nôtre aujourd'hui. Donc un travail de redéfinition s'impose, mais un travail également de connaissance historique pour savoir précisément où est-ce que nous voulons aller et qu'est-ce que nos aînés ont fait que nous devons aujourd'hui parachever. Alors, les leaders dont vous avez cité les noms se sont tous inscrits dans des luttes de libération, dans des mouvements de libération, parfois des mouvements de libération armés, qui nécessitaient qu'ils aient une position politique et idéologique solide. C'est-à-dire qu'on parle vraiment de dirigeants qui avaient une lecture idéologique du monde, qui comprenaient les enjeux et qui comprenaient la place de leur pays dans ce système global. Aujourd'hui, on a un recentrement des figures politiques africaines sur les situations purement nationales, voire régionales, qui empêche, je dirais, cette vision globale des enjeux du continent africain. Ensuite, il y a le fait que la dimension continentale a été étouffée par ce qu'on a appelé les communautés économiques régionales. On réfléchit vis-à-vis de la SADC, de la CEDEAO, de l'EAC, et donc cette vision-là est une vision qui ampute d'une certaine manière
la construction d'hommes et de femmes qui ont une dimension réellement continentale. L'autre élément, c'est que on est également dans comment dire des rapports de force et des enjeux démocratiques qui font que très souvent on va utiliser le panafricanisme ou la dimension continentale par rapport à des enjeux internes. C'est-à-dire qu'on a des dirigeants qui sont largement contestés dans leur pays, qui sont illégitimes, qui sont autoritaires, autocratiques, et qui vont utiliser l'étiquette du panafricanisme pour s'acheter en fait une virginité à l'extérieur. Et ça aussi, c'est une des problématiques qui renvoie en fait au détournement du panafricanisme, au fait que nous avons des dirigeants qui sont parfois de fidèles valets de l'impérialisme américain, français ou autre, qui se parent du panafricanisme et qui en même temps mènent une politique de prédation à l'échelle continentale qui est parfois confondue avec le panafricanisme et qui s'inscrit dans ce qu'on pourrait appeler l'afro-libéralisme. Et ça aussi, je pense que ce sont des points qu'il faut mettre en avant. Le dernier élément, c'est la question de la formation politique. Les leaders dont vous avez parlé sont tous le résultat de forces sociales, des forces politiques ou des forces militaires, qui s'inscrivaient vraiment dans des dynamiques panafricaines. Et aujourd'hui, ces dynamiques panafricaines ne sont plus tellement présentes dans le champ politique. On va les retrouver dans le champ médiatique, dans le champ culturel, éventuellement un petit peu dans le champ économique, mais au niveau du champ politique, elles ont largement disparu. Et ça, c'est lié au fait que l'Union africaine, en tant que telle, est aujourd'hui un espace dans lequel le panafricanisme révolutionnaire n'est plus présent. Mais ce n'est pas non plus un obstacle, c'est à nous, je pense, aujourd'hui de travailler pour casser l'organigramme de l'Union africaine, pour le ramener davantage vers les populations. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces enjeux pour passer d'une CEDEAO des chefs d'État à une CEDEAO des peuples, d'une Union africaine des chefs d'État à une Union africaine des peuples. Et ça nécessite que les sociétés civiles deviennent de véritables sociétés politiques. Alors, la mort de Lumumba, pouvions-nous faire autrement? C'est le titre d'un article de Frantz Fanon qui expliquait que les pays africains auraient dû lever leur propre brigade d'intervention militaire pour éviter à Lumumba d'avoir à se faire humilier au niveau des Nations Unies, d'aller à faire une tournée américaine où on l'a tourné en ridicule, où on a sorti des vieux dossiers pour tenter de le salir et de le discréditer, et pour se retrouver effectivement avec des casques bleus qui n'obéissaient finalement qu'au Conseil de sécurité, donc aux Américains. C'est également un contexte très particulier puisque l'indépendance du Congo s'inscrit déjà dans une situation de tension, de rupture et de retour en force du néocolonialisme qui ne date pas du 30 juin 1960. Il faut savoir que les plans de déstabilisation d'un Congo indépendant datent d'avant même l'indépendance. Il fallait à tout prix saboter cette indépendance pour qu'elle soit un échec et pour que le Congo indépendant soit rapidement amené à solliciter l'aide étrangère. Le discours de Lumumba, le 30 juin 60, c'est un discours de rupture. C'est un discours qui évoque la question des réparations et c'est un discours qui a pour vocation à sortir les Occidentaux de leur confort dans lequel ils avaient l'habitude d'être. C'est en ça qu'il tranche avec les discours de Kasavubu et du roi des Belges qui disaient que bon, tout sera comme avant, rien ne va changer. Ça tranche avec Janssen qui dit avant la colonisation égale après la colonisation au niveau des militaires. Et donc Lumumba était vraiment dans cette rupture. Alors certains postérieurement lui ont dit que l'échec de l'indépendance c'est la faute de Lumumba. Il aurait dû être beaucoup plus modéré, être un peu faux cul, être un peu hypocrite. Je ne pense pas. Lumumba a fait un discours historique qui a permis très clairement de voir rapidement quel était le vrai visage de l'impérialisme. Et c'est un visage qui est sanguinaire, c'est un visage qui, est prédateur. Et pendant tout l'été 60, Lumumba va tenter de sauver l'unité du Congo, va tenter de sauver son pays. Il va se tourner vers les Nations Unies, il va convoquer une conférence panafricaine à Léopoldville dans l'été 60. Et lors de cette conférence-là, il va constater que il y a très peu de choses à attendre des autres pays africains parce qu'ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Et à ce moment-là, il va davantage se tourner effectivement vers les pays d'Afrique du Nord, qui à l'époque étaient
plus avancé que les pays d'Afrique subsaharienne, puisque la plupart des pays d'Afrique subsaharienne n'étaient même pas indépendants, à l'exception du Ghana, de la Guinée et de quelques autres. Donc, d'une certaine manière, les circonstances dans lesquelles la crise du Congo éclate font que très rapidement Lumumba est isolé, Lumumba est est sacrifié, et Lumumba va lui-même se sacrifier en refusant finalement de renoncer à sa vision. Et c'est le sacrifice de Lumumba qui, d'une certaine manière, va diviser l'Afrique entre les différents groupes de Casablanca et de Monrovia qui vont se positionner tout simplement par rapport au soutien ou pas au gouvernement pro-lumumbiste en exil vis-à-vis du gouvernement officiel. Donc le Congo devient à ce moment-là la ligne de fracture des positionnements progressistes et panafricanistes ou néocoloniaux et réactionnaires africains. Et donc la question du Congo, c'est la question de tout le continent africain. Et je pense que sans le sacrifice de Lumumba, on n'en aurait peut-être pas eu une aussi grande perception, une perception aussi fine. Maintenant, depuis 60 ans, la mort de Lumumba doit rester, je pense, une leçon, une réflexion, non pas sur l'échec du panafricanisme, mais sur la défaite première qu'a été cet assassinat-là. Il y a une deuxième défaite qui est l'assassinat de Sylvanus Olympio au Togo, puisque chronologiquement on considère que le premier coup d'État réel c'est celui du Togo, puisque Lumumba était Premier ministre, il n'était pas chef d'État. Mais le premier chef d'État assassiné, c'est Sylvanus Olympio au Togo, et je pense qu'il y a une proximité entre Sylvanus Olympio et Patrice Lumumba dans le fait que les deux étaient incorruptibles, étaient intègres et n'étaient pas compris par le logiciel impérialiste. Et donc Lumumba ou Sylvanus Olympio nous donne une idée du type de leader ou de la trempe de leader que l'Afrique pourrait produire, en sachant que dans le cas de Lumumba, jusqu'aux années 56, 57, 58, il est fondamentalement aliéné. C'est le séjour à Accra qui le radicalise, qui le panafricanise. Et ça aussi, ça doit nous faire réfléchir sur quelles sont aujourd'hui les figures que l'on peut encore retourner en notre faveur dans le champ politique africain. À partir de quel moment quelqu'un est définitivement perdu pour l'Afrique. Et c'est en ça que les trajectoires croisées de Lumumba et de Mobutu, et plus tard de Sankara et de Compaoré et de bien d'autres, sont assez intéressantes sur ce que Amilcar Cabral appelait le cancer de la trahison. Donc tout ça, ce sont des leçons dont la figure de Lumumba est d'une certaine manière porteuse. Alors, je pense que la République démocratique du Congo devrait convoquer une vraie conférence panafricaine sur la situation du Congo. Pour moi, ce serait vraiment une décision forte et significative parce que le Congo est géographiquement au centre du continent africain. Tout le monde sait que c'est un État-continent. Tout le monde sait que si ce pays à lui seul se met debout, c'est toute l'Afrique qui se relève. Alors, ce n'est pas pour minimiser les autres pays. Tous les pays d'Afrique sont importants, mais on sait que du point de vue des ressources et des richesses, si ce seul pays uniquement est debout, c'est toute l'Afrique qui est debout. Et donc, il serait urgent que des officiels, les plus hauts officiels ou des diplomates congolais ou autres, en tout cas, travaillent pour l'annonce d'une véritable conférence panafricaine autour de la République démocratique du Congo. C'est d'autant plus important que la République démocratique du Congo ne peut éternellement sous-traiter sa sécurité. Je pense que quand on est au centre du continent africain, on ne peut pas passer son temps à regarder vers la SADC, vers l'EAC, vers l'Union européenne, vers les États-Unis, vers la MONUSCO, etc. Il faut vraiment que la question de la sécurisation du cœur stratégique du continent africain soit posée dans une dimension panafricaine. Ensuite, il y a un travail, je pense, de carrefour de cet État-continent qui passe par une redéfinition de son assise géopolitique. Alors, je suis de ceux qui pensent que dans certains cas, ça a été le cas en Tanzanie, ça a été le cas au Nigeria, on a pris la décision politique de déplacer la capitale politique du pays pour la mettre dans un lieu où on arrive à mieux repenser, je dirais, l'assise du pouvoir.
Et ça aussi, ce sont des réflexions qu'il faut avoir. Il y a d'autres régions dans la RDC. Il n'y a pas que Kinshasa, l'Ituri, les Kivu, le Nord, l'Est, etc. Il est nécessaire, je pense, de décoloniser la géographie de la République démocratique du Congo, qui est au centre du continent et qui a le plus grand nombre de voisins en Afrique, et qui voit généralement ses voisins comme des menaces ou des prédateurs, alors que dans la vision panafricaine, au contraire, avoir autant de voisins devrait être une force. C'est pour cela que cette question d'une conférence panafricaine autour de la République démocratique du Congo me semble essentielle. Un autre élément, c'est qu'il y a une forte diaspora congolaise qui est éparpillée un peu partout dans le monde, qui, si elle était unie, serait extrêmement puissante. On voit ce que peut faire la diaspora nigériane dans certains cas, ce que peut faire la diaspora éthiopienne également. Donc il est important que cette diaspora congolaise, je dirais, retrouve un peu sa colonne vertébrale. Et là aussi, il y a un enjeu parce que une diaspora congolaise organisée peut peser sur les pouvoirs qui sont à Bruxelles, qui sont à Paris, qui sont à Washington, qui sont à Pékin, qui sont à Moscou, qui sont un peu partout aujourd'hui dans les lieux où le sort du continent se décide. Autre élément que pourrait jouer la RDC, c'est, je pense, la question, comment dire, d'être le point de reconnexion d'une grande partie de la diaspora afro-descendante. Là aussi, il y a comment dire, il y a quelques projets qui sont en cours, mais il me semble que lorsque l'on parle du Congo en Amérique du Sud, cela renvoie à beaucoup de choses. Il y a une fierté vis-à-vis du Congo, dont la situation actuelle du Congo n'est pas à la hauteur de ce que ce pays peut inspirer, je dirais en termes de vision, en termes de, comment dire, en termes de force et en termes d'espoir. Le dernier élément, je pense qu'il y a une nécessité d'écrire une histoire panafricaine du Congo. Ça aussi, c'est quelque chose qui me semble très important. Malheureusement, l'histoire fait partie des, comment dire, des disciplines un peu pauvres, alors qu'il n'y a rien de plus politique que l'histoire. Mais le redressement, le relèvement du Congo ne pourra se faire sans une écriture panafricaine du Congo. Et beaucoup de gens citent Lumumba, sa dernière lettre, où il dit qu'un jour l'histoire du Congo, l'histoire de l'Afrique ne s'écrira plus depuis Paris, New York, Londres, Washington, mais depuis l'Afrique et le Congo. Mais il ne faut pas juste citer Lumumba, il faut l'appliquer. Donc il est important qu'il y ait un véritable projet d'histoire panafricaine qui, je dirais, regarde le monde, regarde l'Afrique, regarde le Congo depuis le Congo. Alors, je pense que les colons laissent leur marque dans les mentalités. Je vois dans l'Afrique dite francophone, même si la majorité de la population ne parle pas réellement français, il y a, je dirais, une forme de sortilège, d'aliénation assez particulière liée au fait que la colonisation française était fondée sur l'assimilation, sur l'idée que l'Africain n'est pas est perfectible et il n'est pas lui-même tant qu'il n'a pas atteint une forme d'identité francophile. On le retrouve aussi un peu dans le contexte évident de la colonisation belge, voire portugaise, avec les assimilés, les évolués et tous ces éléments-là. Dans le cas de la colonisation britannique, on est sur du pragmatisme, où on dirige à travers les élites africaines qu'on n'a pas détrônées. Et donc la vie politique dans les pays anglophones est une vie politique beaucoup plus endogène, beaucoup plus locale, parce que les pères des indépendances du Kenya, de l'Ouganda, de la Tanzanie, de tous ces pays-là, se sont socialisés dans les pays en question. Et donc vous avez des chefs d'État de ces pays-là qui ont fait l'université dans ces pays-là, alors que dans les pays francophones, ce sont généralement des dirigeants qui ont été socialisés, éduqués en Occident. Un autre élément aussi important, c'est les institutions. C'est-à-dire que les constitutions sont calquées généralement sur le modèle de l'ancienne métropole, et le droit, l'organisation juridique, sociale, politique est calquée sur le modèle colonial.
Et ce sont des choses qui sont en décalage avec les réalités sociales des populations. Et ces éléments-là font que nous ne pourrons pas nous en sortir sans une révolution de la connaissance, une révolution des sciences et une révolution des mentalités. Je crois que la révolution des mentalités, elle est essentielle pour repenser nos modèles, pour identifier les éléments du passé qui peuvent nous servir et pour réellement décoloniser nos cadres institutionnels. Ce travail de décolonisation, il faut vraiment le faire de fond en comble. Et c'est un travail qui doit se faire de manière, je dirais, alternative à un certain nombre de luttes dites anticoloniales. Derrière, par exemple, le combat contre le franc CFA, il faut vraiment décoloniser notre rapport à l'argent, qui passe notamment par la lutte contre la corruption. Ça aussi, ce sont des enjeux, je pense, qui sont très importants parce que si on ne les règle pas, on risque de produire des sociétés décolonisées, mais qui restent en même temps imprégnées finalement de colonialité ou de corruptibilité. Alors, il y a plusieurs éléments. Déjà, le fait que la Belgique n'est pas du tout vue comme une grande puissance, comparativement à la France, l'Angleterre ou même l'Allemagne. Et c'est bien parce qu'elle n'est pas une grande puissance qu'elle a eu le plus gros morceau du continent africain. Il fallait le donner à un pays, enfin, à un roi, puis un pays, un État faible sur lequel tout le monde finalement peut se servir ou derrière lequel tout le monde peut se cacher. Et donc il y a toujours eu, je dirais, une dimension crypto-coloniale de la Belgique qui passait par une chape de plomb, c'est-à-dire que le Congo était une prison à ciel ouvert, une exploitation économique masquée, une prédation du sous-sol constante, une incapacité, un refus de produire des élites, des élites africaines, qui fait que la question du Congo a été très largement anonymisée. Et c'est bien parce qu'elle est anonymisée que les millions de morts du Congo passent finalement aussi dans l'anonymat. On ne met pas de visage dessus. Il n'y a pas l'équivalent d'un De Gaulle, d'un Churchill. Bon, on va parler de Léopold II, mais ça renvoie à une certaine époque, qui puisse, ou d'un Foccart, qui puisse d'une certaine manière focaliser cet impérialisme-là. Et il n'y a pas non plus, je dirais, dans le prototype du néocolonialisme belge, les mêmes dispositifs que l'on peut retrouver dans les modèles américains, français, voire même britanniques. Ensuite, un autre élément, c'est que le Congo, la RDC, est connecté en partie, ou a été connecté en partie, notamment sous Mobutu, au précaré français. Hein. C'est une partie que la France a d'une certaine manière préemptée, en se posant comme gendarme de l'Afrique, et a assez rapidement finalement évincé la Belgique, qui a un rôle tutélaire du fait évidemment du passé colonial, mais qui n'est pas perçu comme une puissance agissante réellement au niveau de la RDC, en tout cas au niveau des enjeux les plus importants sur le plan géostratégique. En revanche, évidemment, sur la question des réparations, tout le pillage, tout le mécanisme de prédation de la RDC passe économiquement parlant par Anvers, par la Belgique, par les banques belges, par le capitalisme belge. Et là, la question des réparations est évidemment centrale. Lorsque l'on explique que le gouvernement belge en exil pendant la Seconde Guerre mondiale s'est intégralement financé sur les fonds provenant du Congo, ça doit nous faire réfléchir. Lorsque on a des mécanismes qui ont fait du Congo la porte ouverte de tous les impérialismes économiques en Afrique, ça doit effectivement nous faire réfléchir sur la nécessité de poser la question des réparations et de s'interroger sur comment un État aussi riche, enfin un pays, un territoire aussi riche, a pu être autant appauvri et sous-développé par une métropole qui, elle, ne dispose pas de ressources stratégiques au niveau de son sous-sol. Donc il y a une question de réparation qui se pose réellement, et dans la manière dont elle est abordée à travers, on va dire, la diplomatie royale ou
ou les restitutions, la restitution de la dent de Lumumba ou la restitution des œuvres pillées pendant la colonisation, je crois qu'on est très loin du compte. On est très loin du compte. Et ça aussi, c'est peut-être à mettre en lien avec la volonté de l'État congolais, peut-être de ne pas soulever des questions qui doivent être soulevées, comme celle des réparations. Je pense que la RDC et d'autres pays africains, le Ghana l'a fait, le président Nana Akufo-Addo, lors de son discours à l'Assemblée générale, a dit il est temps que les pays occidentaux payent des réparations par rapport à l'esclavage et la colonisation. Et quel est le pays qui a subi le pire esclavage et la pire colonisation? C'est la République, enfin, c'est ce qui correspond aujourd'hui à la République démocratique du Congo. Donc il y a une légitimité de la RDC à se positionner sur la question des réparations, de la même manière qu'il y avait une légitimité des combattants de l'apartheid à se positionner sur cette question-là. Maintenant, encore faut-il qu'il y ait une volonté aussi de rupture vis-à-vis des multinationales qui sont présentes en RDC et dans d'autres pays africains, qui sont avec les banques, ce système bancaire, je pense, les véritables gardiens finalement de cette question des réparations. Alors, se réapproprier nos ressources, nos forces économiques, ça passe par une promotion du nationalisme économique, ou d'autres vont parler de patriotisme économique, mais en tout cas du nationalisme économique. Ça passe également par une identification des secteurs stratégiques, des secteurs d'avenir, des secteurs porteurs, et un positionnement précoce sur ces enjeux-là. Le XXIe siècle sera un siècle de révolution. Il y aura d'autres révolutions technologiques, d'autres révolutions économiques, et il est important de les anticiper. Donc pour moi, il y a une course à la connaissance, une course à l'innovation, une course à la matière grise sur laquelle nous devons nous positionner parce que au XXIe siècle, nous serons les plus grands pourvoyeurs de matière grise. Donc il faut mettre en place des think tanks stratégiques qui soient coordonnés, qui aient des objectifs précis et quantifiables, et qui soient coordonnés à de véritables politiques programmatiques au niveau de nos États. Ça passe également par une mutualisation des moyens. Donc là, il faudra reprendre les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire de Cheikh Anta Diop, qui l'explique parfaitement sur comment identifier 8 régions, 8 pôles, 8 bassins de développement économique du continent africain, mais qui sont également des bassins culturels. C'est-à-dire que nous ne pourrons pas nous mettre debout si nous ne lions pas le culturel à l'économique. Ceux qui nous exploitent maîtrisent l'économique, mais ne maîtrisent pas le culturel. Nous maîtrisons le culturel. Et le culturel a une dimension économique fondamentale. Donc ce travail-là, il faut, je pense, le mettre en avant. Ensuite, il y a un travail de formation, de pédagogie sur c'est quoi le capitalisme, c'est quoi l'impérialisme, c'est quoi le néocolonialisme, et c'est quoi le panafricanisme. Et sans ce travail-là, on ne pourra pas construire la masse critique en capacité de comprendre les enjeux et de savoir à quel moment il faut opérer ce que Amilcar Cabral appelait le suicide de classe. C'est-à-dire la capacité de certains groupes qui peuvent jouir des privilèges hérités de leur situation d'élite, à renoncer momentanément à ces privilèges-là et à se lier aux intérêts du peuple en comprenant qu'ils ont beaucoup plus à gagner en étant en adhésion avec le peuple que en défendant leurs propres intérêts économiques privés.